Croyez-vous en l'existence de l'esprit? Substance immatérielle qui s'incarne dans toute forme de vie, l'esprit est au centre de nombreuses philosophies ainsi que de nombreuses croyances. Certains lieux ont une capacité incroyable, celle de capter l'essence de ce qui nous précède. Dans un éclat, une fissure, une gravure à même la roche, on peut alors apercevoir l'esprit des lieux, errant à la recherche de son histoire. Mon enquête débute en France, dans la ville de Lyon. Mondialement reconnue pour son patrimoine historique, la ville semble pourtant avoir de nombreux secrets. Un exorcisme au sein d'un couvent, une histoire liée au spiritisme, la ville arbore avec ses histoires méconnues un nouveau visage dont l'essence se révèle bien plus sombre qu'il n'y paraît. Depuis toujours, le musée des Beaux-Arts de Lyon me fascine. Il s'agit certainement de mon imagination, mais il y a comme une présence en ces lieux. En menant mon enquête sur le musée, j'ai découvert l'existence d'une légende méconnue. On raconte que le spectre d'une nonne y aurait été aperçu, errant à travers le vieux cloître près du jardin. Friand d'histoires de fantômes et de surnaturel, j'ai immédiatement commencé à faire des recherches. Or, il n'y avait que très peu d'articles en ligne, et les autres sources présentes sur Internet ne mentionnaient nulle part la présence d'un tel esprit au musée. Les archives de la ville elles-mêmes semblaient oblitérer l'histoire du fantôme du musée des Beaux-Arts, qui ne s'est finalement révélé être qu'une simple légende urbaine. C'est alors que j'ai découvert un document fascinant. Il s'agit de ce plan scénographique représentant Lyon vers 1544. Fourmillant de détails extrêmement précis, cette vue aérienne nous dévoile les rues de l'actuel premier arrondissement de la ville. C'est alors qu'en remontant ces allées, mon regard sembla attiré vers ce bâtiment, l'abbaye de Saint-Pierre-les-Nonains. Sur cette perspective de la place des terreaux datée de 1653, on distingue ce qui semble être une des façades de l'édifice entourant l'abbaye. Avec sa toiture caractéristique et sa façade aux voûtes arrondies, il est facile de faire le lien entre ces deux édifices. C'est d'ailleurs ce même bâtiment qui sera la clé de voûte de cette enquête. Car même si on le connaît aujourd'hui sous le nom de Palais des Arts, le bâtiment accueillant le musée des Beaux-Arts a changé de nombreuses fois de nom au fil des siècles. Si bien qu'en remontant à travers son histoire, on découvre que son premier rôle dans la vie de la cité lyonnaise fut bien différent de la préservation du patrimoine culturel. Bien que l'on trouve des documents sur sa réhabilitation en tant qu'abbaye de Saint-Pierre, les dates et les raisons exactes de sa fondation relèvent elles-mêmes de la légende. Mais comment percer les secrets entourant cet édifice alors même que son histoire appartient au mythe? La réponse à cette question m'a été donnée par le fruit du hasard. Alors que je lisais Les Rues de Lyon, une revue française de bande dessinée créée en 2015 par l'épicerie Séquentielle, je suis tombé sur un numéro bien particulier. Le numéro 40 du mois d'avril 2018, L'exorcisme au couvent, écrit et illustré par Morgan Velten. L'auteur situe l'origine des fondations en l'an 208. Selon la légende, un certain Adalbert, un gouverneur de Lyon, aurait bâti une modeste recluserie pour ses deux filles et sa nièce. Le lieu aurait été volontairement isolé afin qu'elles puissent s'adonner à leur foi sans être dérangées. Il faut attendre près de 500 ans pour que saint Hennemont, alors évêque de Lyon, ne pose les fondations de l'abbaye que nous connaissons tous. Au sein de cet établissement, seules étaient admises les jeunes femmes appartenant à la noblesse. La communauté des filles de Saint-Pierre était ainsi chargée de leur apporter piété et éducation, seule valeur qu'on attendait de jeunes filles de leur rang. Et bientôt, la renommée et les dotations furent telles que le rôle de l'abbaye dans la vie ecclésiastique prit de l'ampleur. L'abbesse ne tarda pas à obtenir un pouvoir grandissant, obtenant par la même occasion la protection du pape lui-même. Or, comme bien trop souvent dans les jeux d'influence, le pouvoir appelle l'envie et l'envie la trahison. Morgan Velten centre ensuite intelligemment le récit sur les relations internes à la communauté du couvent. Elle illustre sur les planches notamment deux figures féminines, Antoinette de Groslay et Alix de Thésieux. Au travers de leurs discussions, l'auteur rappelle la pression, la peur que subissaient les femmes de cette communauté. Ainsi, leur liberté prise à l'égard de leur rang social furent prises comme des menaces par les autorités ecclésiastiques qui ne tardèrent pas à appliquer des lois plus strictes, chassant par la même occasion sœur Alix de Thésieux, qui mourut isolée, seule, loin de la ville et de l'abbaye. Cette histoire aurait pu s'arrêter avec ce décès tragique, mais c'était sans compter les liens qui unissaient Alix et Antoinette. Une dizaine d'années plus tard,
Lors d'une nuit de l'an 1526, Antoinette fut visitée par un esprit qui n'avait pas quitté les lieux. C'était son amie Alix qui, ne trouvant pas le repos, demandait à ce que son corps soit enterré au sein de l'abbaye. C'est à ce moment-là de la lecture que j'ai compris que l'histoire de l'exorcisme au couvent avait donné naissance à la légende du fantôme du musée. Or, pour qu'un esprit reste entre ces murs durant des siècles, il s'est certainement passé autre chose. Une chose plus terrible encore que le décès d'une religieuse. Au cours de mes échanges avec Morgane Velten, celle-ci a mentionné un document sur lequel elle s'était appuyée afin de réaliser ce numéro des rues de Lyon. Ce document, le voici. Il s'agit de l'histoire merveilleuse de sœur Alix de Thésieux, rapport de Adrien de Montalembert, rédigé en 1580. Véritable mine d'informations, il permit de retracer les événements réels présents dans la bande dessinée de Morgane Velten. De Montalembert nous plonge au cœur de la procédure d'exorcisme utilisée par l'archevêque afin d'excommunier les mauvais esprits dont les revendications résonnaient encore entre les murs de l'abbaye. Ainsi, à ce moment-là de mes recherches, je me suis retrouvé plongé dans une réelle histoire de meurtre, et de la simple légende urbaine, il me fallut désormais enquêter sur une affaire sordide d'exorcisme. C'est dans l'art pictural que me sont premièrement apparues des pistes de recherche sur cette pratique très ancienne, notamment à travers les œuvres de Francisco de Goya, qui m'a particulièrement marqué avec ses peintures religieuses. La toile Saint François de Borgia assistant un moribond impénitent se détache davantage du caractère intimiste de ses œuvres. Cette peinture, exposée à la cathédrale de Valencia, illustre le prêtre éponyme luttant contre des esprits malins. Créatures mi-animales, abordant souvent des traits humains, ces figures cauchemardesques nous semblent si réelles qu'elles paraissent encore aujourd'hui hanter les toiles de l'artiste. Or, comment savoir ce qu'est réellement un rituel d'exorcisme? Où se trouve la limite entre fiction et réalité? Pour en savoir davantage, j'ai dû me rendre aux portes de Lyon, dans un établissement unique en son genre. Le centre hospitalier Le Vinatier de Bron, anciennement nommé Asile d'aliénés de Bron. Construit en 1876, ce sont plus de 37 hectares qui sont dédiés à l'accueil des aliénés. Dès son ouverture, ce sont près de 1000 hommes et femmes qui sont accueillis, répartis en 9 quartiers de classement dédiés à chaque sexe, à droite ceux des hommes et à gauche ceux des femmes. Outre les bâtiments dédiés à l'internement des patients, le Vinatier possède de nombreuses terres cultivées, ainsi qu'une porcherie où peuvent travailler certains malades. Ainsi, le centre s'étale sur une superficie de plus de 112 hectares, construit autour d'une chapelle toujours en activité. C'est ainsi au cœur de ce complexe immense que j'ai fait la rencontre du docteur Emmanuel Venet, psychiatre qui a assisté au rituel d'exorcisme à plusieurs reprises. Je suis le docteur Emmanuel Venet, je suis psychiatre à l'hôpital du Vinatier. Dans le cadre de mon travail en psychiatrie générale, j'ai eu à rencontrer des gens qui se disaient possédés du démon. J'ai un souvenir extrêmement précis d'une famille maghrébine qui avait absolument la certitude que leur fils, qui faisait un état maniaque, était possédé du démon. Et ils m'ont demandé de faire intervenir l'imam. Alors comme le fils allait extrêmement mal et qu'en chambre d'isolement les visites ne sont pas autorisées, ils étaient tellement pressants que j'ai accepté qu'un imam vienne en chambre d'isolement pour pratiquer quelque chose qui, dans la religion musulmane, s'apparente un peu à l'exorcisme. Donc l'imam récite des sourates, vérifie par la réaction de la personne s'il s'agit de quelque chose de psychopathologique ou si au contraire il a l'idée que ça relève de la possession. Ça aurait pu mal tourner parce que moi j'étais sûr qu'il faisait un état maniaque, ce garçon, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais fort heureusement, l'imam a confirmé parce que les réactions aux sourates étaient pas en faveur, d'après lui, d'une possession. Ça s'est terminé comme ça, que les parents ont accepté les soins. Lacan disait que si on interroge les causes, chaque cause étant l'effet d'une autre cause, de proche en proche, on finit forcément par arriver à la question de Dieu, à l'hypothèse de Dieu, ou en tout cas à la constatation de notre ignorance des causes premières. Face à cette ignorance, il faut rester extrêmement humble. Moi, je vous dis, je suis un esprit rationnel, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je suis complètement attaché à une explication matérialiste, parce que je pense qu'il se passe dans la vie humaine des choses qui échappent un petit peu à l'explication strictement
scientifiques, des choses qui font qu'on est par moments plus grand que nous-mêmes et dominé par quelque chose qui nous échappe. Suite à ma discussion avec Emmanuel Venet, j'ai pris conscience que l'affaire des moniales de Saint-Pierre dépassait largement la question de l'existence de Dieu ou des manifestations surnaturelles. La question n'était pas de savoir si les sœurs au sein du couvent furent bel et bien possédées, mais de découvrir qui bénéficiait de les considérer comme telles. Ainsi, il me fallut savoir si du temps des sœurs de Saint-Pierre, si l'on trouvait des écrits abordant la situation des femmes. Car même si l'on prête une certaine contemporanéité à la lutte contre les discriminations, celle concernant le droit des femmes est antérieure même à la notion de féminisme. S'il y a une auteure qui m'a profondément marqué mes recherches, c'est bien Marie de Gournay. Fille d'alliance du célèbre Michel de Montaigne, elle est à l'origine d'une littérature féminine importante, dont l'émergence se situe aux alentours du XVIe siècle. Nombreuses sont ses œuvres qui ont inspiré les auteurs contemporaines. Dans Égalité des hommes et des femmes, œuvre majeure qu'elle publie d'elle-même en 1622, elle affirme la nécessité d'une égalité totale entre les deux sexes, dénonçant par là même la hiérarchisation de l'homme au détriment de la femme. Alors, pour étudier la présence de la littérature féminine au XVIe siècle, il me fallut trouver quelqu'un de spécialisé en la matière, afin de savoir si l'histoire des sœurs de Saint-Pierre, au-delà de dissimuler derrière une légende méconnue de Lyon, n'occuperait pas une place plus importante encore dans l'émergence du féminisme. C'est ainsi que j'ai eu la chance de rencontrer Annette Sahar, qui a longtemps étudié la place de la femme dans la société du XVIe siècle. L'homme décide de tout, de l'avenir de sa fille comme de la situation de sa femme. Toute fille refusant le parti choisi par son père est enfermée dans un couvent. On la marie à peine sortie de l'enfance à l'âge de 12 ans, et souvent avec un prétendant plus âgé, un vieillard même, pourvu qu'il soit riche. Elle n'a d'autre issue que de se taire et d'accepter sa condition, comme sa mère l'a fait avant elle. Ces nonnes nobles ont donné aux autres religieuses plus modestes le courage et la force d'oser critiquer l'atmosphère qui régnait dans les couvents. Elles voulaient plus de liberté dans le choix de leur religion. En effet, bien que moins connues, certaines prennent à dépendre de cette nouvelle religion huguenote, on les appelait les huguenots avant de les appeler les protestants, qui leur donnait plus de liberté et de respect en tant que femmes. Elles n'ont même pas hésité à fuir du couvent pour vivre une vie plus normale. Marie de Gournay, écrivain de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, parle de cet état dans son premier mémoire de Monsieur de Montaigne, où elle insiste sur l'ingratitude et l'infidélité de l'homme et sur la soumission de la femme. Elle présente clairement le statut du sexe faible de son époque dans le Grillade des Dames, où elle reprend un passage admirable de la préface de 1795 des Essais de Montaigne. Théodore Jordan, écrivain du XXe siècle, en la plaçant dans l'évolution des idées féministes, ira jusqu'à dire que le féminisme moderne est sorti tout casqué du cerveau de Marie de Gournay. Il reconnaît qu'elle a été une pionnière du mouvement féministe. Pour rejoindre le sujet du film et conclure, je voudrais rajouter encore une fois Marie de Gournay, qui, bien que non religieuse, a été traitée de folle et même de sorcière. Ceci parce qu'elle s'est occupée d'alchimie. Ses médisants l'accusent de se livrer à l'étude de cette science obscure et occulte dont le stéréotype du temps lui ressemble. Elle se signale par sa laideur, par quelques bizarreries. Marie de Gournay pourrait bien répondre à ce portrait qui a entraîné une psychose collective. La vieille femme laide, à la recherche du savoir universel, suscite la peur, incarne le mal et effraie un siècle hanté par la chasse aux sorcières. En l'espace de 2 siècles, il a coûté la vie à des milliers de malheureuses. Marie de Gournay, bien que traitée de vieille sorcière, n'a pas été considérée finalement comme telle, ni envoyée au bûcher. Elle a réussi à se défendre, grâce peut-être à son érudition. D'où l'importance de l'éducation des filles à cette époque, principale revendication féministe. Malgré les difficultés rencontrées, on peut admettre que les conquêtes de ces femmes d'élite profiteront aux femmes de leur siècle et des siècles futurs, et qu'elles ont été peut-être des chefs de filles. Grâce au témoignage du docteur Sahar, il paraît évident que les moniales de Saint-Pierre aient subi ces mêmes dénonciations qui ont entravé les femmes autrices, mais également l'ensemble des femmes de leur siècle. Sorcières, démons, la femme qui voulait s'émanciper du contrôle des hommes voyait se construire autour d'elle la plus sombre des superstitions. Ainsi, derrière la légende du musée des Beaux-Arts, j'ai fini par comprendre que les murs gardaient en leur sein la mémoire de Alix de Thésio. Mais pas seulement.
Ce sont les voix de toutes les femmes du XVIe siècle qui résonnent dans ces lieux. L'esprit des murs n'est pas seulement celui qui hante, mais c'est également celui qui garde en mémoire les souvenirs, les souffrances aussi des êtres tourmentés en son sein. Finalement, je pense qu'il existe d'autres légendes entourant la ville de Lyon, derrière lesquelles se cachent des histoires tragiques. Des récits au cœur desquels on peut entendre, comme un écho, un murmure, une voix qui s'élève d'outre-tombe pour nous rappeler les heures du passé à ne plus commettre.